Où en est-on aujourd'hui? Que sait-on sur l'évolution du régime? Est-ce que cette guerre change la donne? Je voudrais qu'on mette les choses à plat et je voudrais vous écouter sur cette question qui ne sera pas évitée. Cette question a été au centre des conversations à voix basse aujourd'hui à Paris, quand les 700 entreprises françaises ont été sollicitées pour apporter leur écho. C'est le contribuable européen, le contribuable occidental qui sera sollicité. Donc cette question, il faut la poser, il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas regarder ailleurs. Que sait-on d'abord précisément? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que sait-on aujourd'hui sur la réalité de cette corruption? Eh bien, cette question, on n'est pas les seuls à se la poser. Les donateurs se la posent aussi. En juillet, en amont de la première réunion pour la reconstruction de l'Ukraine à Lugano, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle-même l'évoquait avec des mots très choisis. Écoutez-la. Preventing and combating corruption has been particularly high on your agenda since the revolution of dignity. You have created an impressive anti-corruption machine. But now, these institutions need teeth and the right people in senior posts. Et c'est vrai que les éléments dont on dispose conduisent à ce constat. Oui, avant la guerre, l'Ukraine était l'un des pays les plus corrompus d'Europe, juste devant l'Azerbaïdjan et la Russie. C'est ce qu'indique l'indice de Transparency International qui vérifie des centaines de paramètres comme la répression de l'opposition, le fonctionnement de la justice, le détournement de fonds publics. Sur le plan mondial cette fois, l'Ukraine, on le voit, se classe au 122e rang sur 180 pays en matière de corruption, juste derrière l'Égypte et juste devant le Gabon. Plus on est bas dans ce classement, plus on est considéré comme corrompu. À titre de comparaison, la France, on le voit, est 22e. Bon, à quoi tient ce score? Quelle est la matérialité de cette corruption d'une certaine manière? Bien, cette réalité, elle tient en 3 points. Le premier, c'est l'argent des oligarques. Le fonctionnement de l'Ukraine, finalement, est similaire à celui de la Russie. Toutes les ressources du pays, les minerais précieux, les céréales, sont concentrées dans la main de quelques milliardaires. La deuxième réalité, elle découle de la première. Ces oligarques sont extrêmement influents, notamment sur le fonctionnement politique du pays. Ils usent de leur argent pour obtenir des contrats, pour acheter d'autres entreprises, pour augmenter leur richesse et aussi pour influencer le pouvoir politique. C'est ce que l'on appelle la culture du bakshish, c'est-à-dire la culture des pots de vin. Le troisième point, c'est la corruption de la justice. Ces milliardaires achètent, entre guillemets, les juges pour ne pas être condamnés, juges qui font ensuite soit traîner des procédures judiciaires, soit prononcent des non-lieux. Est-ce qu'il y a eu réellement des affaires de corruption mises au jour? Oui, c'est simple. Depuis 1991, chaque président ukrainien a été directement mouillé. Petro Porochenko, par exemple, président de 2014 à 2019, milliardaire proche de l'oligarchie. Après sa défaite à la présidentielle de 2019, il est visé par 15 enquêtes, nomination illégale de juges à la Cour suprême, blanchiment d'argent, abus de pouvoir. Il aurait notamment avantagé des entreprises situées dans le Donbass pour acheter du charbon. Les procédures sont toujours en cours. Avant lui, son prédécesseur, Viktor Yanukovych, avait été destitué par le Parlement. Il aurait fermé les yeux, voire encouragé le détournement de plus de 35 milliards d'euros durant son mandat, notamment via les grands contrats publics. Il a été condamné à 13 ans de prison, peine qu'il ne purge pas puisqu'il a fui en Russie. Bon, maintenant, mettons les pieds dans le plat. Et Volodymyr Zelensky? Eh bien, Volodymyr Zelensky, on s'en souvient, a justement été élu en proclamant sa volonté de lutter contre la corruption. Alors, qu'en est-il dans les faits? Eh bien, jusqu'à présent, aucune affaire de corruption n'est remontée jusqu'à lui. En revanche, il est cité dans les Pandora Papers en 2019, cette grande enquête qui révélait un système mondial d'évasion fiscale. Alors qu'il était comédien, Zelensky a mis en place un système de société offshore basé dans les îles Vierges britanniques pour échapper au fisc ukrainien. Bon, mais vous avez raison de faire la différence entre corruption et évasion fiscale. C'est vrai que c'est quand même pas le même registre. Mais depuis son élection, est-ce que les choses ont changé en Ukraine s'il s'est fait élire sur ce programme-là? Bien, disons en quelque sorte qu'il y a des progrès. On peut créditer Volodymyr Zelensky d'avoir voulu limiter la concentration des médias ukrainiens dans les mains de quelques oligarques et donc de limiter leur influence. Juste avant la guerre, c'était en septembre 2021, une loi entrée en vigueur avec notamment l'obligation pour ces oligarques de vendre leurs actifs médiatiques dans les 6 mois. Ils ont aussi désormais l'interdiction de financer des partis politiques ou de privatiser
des grandes entreprises. Les députés de la Rada, quant à eux, le Parlement ukrainien, sont désormais obligés de déclarer tout contact avec des oligarques. Mais de l'avis général, pour le moment, on est encore loin du compte. Merci, Justine.